Vous écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Janssan. Bonjour aux auditeurs de la parole au langage. Je vous remercie à l'avance pour votre attention. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux théories de l'apprentissage d'une langue seconde. Nous avions dans le numéro 4 de la chronique interrogé des bilingues quant à leurs connaissances et expériences. Aujourd'hui, nous nous appliquerons à exposer quelques notions théoriques principales. L'on pense facilement. Est-il trop tard pour apprendre une nouvelle langue ? Ou l'on peut avoir un ami qui parle un minimum l'anglais qui va s'attribuer le titre de bilingue, quand un autre ami algérien va nier l'étiquette alors qu'il parle parfaitement et quotidiennement kabyle et français. En fait, sous l'appellation bilinguisme, il y a beaucoup de définitions possibles, donc je ne vous en donnerai pas une exacte. Cela part de la maîtrise parfaite que Bloomfield décrit en 1935, comme ce que McNamara en 1967 va décrire comme une compétence minimale dans au moins une modalité, donc la compréhension ou la production à l'écrit ou à l'oral. Je voudrais d'abord commencer par parler de la plasticité cérébrale. À la naissance, l'humain possède environ 100 milliards de neurones. Le cerveau va ensuite réorganiser les connexions synaptiques en fonction des expériences. C'est dans cela qu'on parle de plasticité. À un jeune âge, il est plus facile d'apprendre, mais comme le système est immature, c'est tout de même instable. Alors, est-ce qu'il y a une période critique ? En ce qui concerne la langue qu'on appelle langue maternelle ou première langue, c'est indéniable. Le retard pose des problèmes qui empêcheront l'acquisition d'un niveau normal. On en a la preuve avec les dits enfants sauvages qui manquent de stimulation, n'ont pas d'échange et ne pourront utiliser la langue que de façon limitée, de manière générale. Pour ce qui est maintenant de la langue seconde, les différentes études ne peuvent conclure à une date limite en quelque sorte. En fait, les conclusions sont plutôt dirigées autour de l'existence des différences entre acquisition précoce et acquisition tardive. Néanmoins, il est à noter que le bilinguisme précoce seul ne suffit pas pour avoir un niveau maximal dans les deux langues. Il y a donc dépendance à l'âge d'acquisition de la langue, mais aussi à l'exposition à la langue. Oui, car l'exposition peut être tout à fait informelle, ou alors par immersion, et donc sans enseignement explicite, ou encore formelle, c'est-à-dire cette fois avec un enseignement explicite. Ici, nous parlons de l'implication de l'exposition, les situations, les cadres d'apprentissage. Mais apprendre une langue ne dépend pas que de l'âge et de l'exposition. Elle dépend aussi de ce que l'on reconnaît peut-être moins, mais qui est sujet à de nombreuses expériences cognitives. Il y a aussi donc l'implication émotionnelle. Et oui, si vous n'avez pas appris le Wolof jeune, peut-être avez-vous autant de chances de très bien le parler si vous en avez émotionnellement de bonnes raisons. Les émotions et les sentiments jouent dans l'apprentissage d'une langue. Il y aurait des langues incarnées et non incarnées, selon Pavlenko. La langue incarnée est la langue acquise dans un processus chargé émotionnellement. La langue non incarnée n'est que très faible émotionnellement. Les expériences neurologiques de Damasio permettent de rendre compte de cela. Si on a forcément recours aux structures mnésiques, donc la mémoire, quand on parle d'ancrage de langue dans le cerveau, on parle aussi du système limbique, siège de l'émotion. Donc, on parlera en fait de motivation. Finalement, il y a donc des facteurs liés à la situation et aussi à la personnalité de l'apprenant. Le motif d'apprentissage peut être d'ordre relationnel ou même de performance. La motivation peut être intégrative si l'apprenant veut faire partie d'un groupe, ou instrumentale si cela touche au tourisme par exemple. Dans tous les cas, on ne vous a pas menti, le facteur crucial pour apprendre une langue est l'interaction avec l'environnement. Il ne faut néanmoins pas oublier ce que Grosjean assure,
Le bilingue n'est pas la somme de deux monolingues. Les compétences dans les deux langues ne sont pas les mêmes. Cela répond à des besoins linguistiques. Ça évolue donc avec le temps et les besoins. Les deux langues deviennent complémentaires. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà entendu parler de code switching ou d'alternance codique. En fait, il s'agit de la possibilité pour les bilingues de changer de langue à leur guise dans une conversation. Cela dépend de la situation de communication et du sujet de conversation, bien évidemment. Voilà. Alors, depuis le début de ce numéro, je parle de bilingues, ces animaux étranges, mais en fait, nous pouvons aussi parler de trilingues ou de plurilingues, évidemment. J'espère que ce petit exposé théorique vous a plu et vous pouvez toujours réécouter le numéro consacré à des entretiens avec des étudiantes bilingues sur YouTube en tapant La parole au langage numéro 4. Je vous laisse désormais en compagnie de l'excellent musicien Bachar Mar Khalife et donc de son morceau Lemon avant de retrouver votre serviteur Christophe Sueur pour la suite de son émission La vie des livres. À bientôt! طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه والمطر عبي بيه حجره